Cube. Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et je vous dis que ça a brassé hier à l'émission. Hein, j'ai pris des invités puis je les ai brassés, mais gentiment, avec respect, toujours, hein, Cybèle? Oui, vraiment, mais c'est vrai que sachez que la tension, vous la ressentez à travers votre micro. Ben en studio, je la ressentais aussi. Tu sais, moi, je suis là dans mon siège, je t'écoute. Puis je te vois poser des questions, puis je comprends où tu t'en vas, puis moi je suis à l'écoute, puis je sens aussi l'invité qui est là. Donc vraiment c'est spécial de voir cette atmosphère-là vraiment des coulisses en direct, vraiment de sentir qu'il y a une tension quand on pose des questions. Une tension dans le sens que tu sais c'était amical quand même. C'est juste que je recevais Marie Ouzo du Gris Montréal parce que la semaine dernière ils ont rendu public les conclusions en tout cas d'une étude disant qu'il y avait une montée de l'homophobie dans les écoles du Québec, mais beaucoup de gens disaient, où l'étude, comment ça se fait que vous rendez public les résultats d'une étude, mais que personne peut voir l'étude, puis on nous dit que l'étude, on va la voir dans 2 semaines. Bref, on a eu une discussion avec Marie Ouzo. Je vous invite évidemment à aller sur le site de Cube Radio pour revoir cette entrevue, drôlement intéressante, et on parlait d'homophobie, on parlait de la montée de l'homophobie, et je disais qu'il y avait certains pays à travers le monde où l'homosexualité était tellement condamnée qu'on pouvait être soit condamné à une peine de prison ou la peine de mort. Et j'avais mentionné le Maroc. Au Maroc, oui, il y a une peine de prison, mais pas la peine de mort. Alors, à tout seigneur, tout honneur, vu que je dénonce les fake news partout et que je dis l'importance de vérifier les informations, je tenais à le préciser parce que, moi, ça me préoccupe énormément. Moi, j'aurais énormément de malaise à aller dans un pays où je sais que si tu es homosexuel, tu te retrouves en prison. Mais donc, moi, j'aurais un grand malaise, par exemple, à aller au Maroc ou dans certains pays où on considère que les homosexuels n'ont pas les mêmes droits que le reste de la population. Mais je tiens à le préciser, ce n'est pas la peine de mort, mais c'est une peine de prison. C'est considéré comme un acte criminel d'être homosexuel. Il y a quelques années, d'ailleurs, il y avait un jeune homosexuel qui avait été envoyé en prison. Et des écrivaines comme Leila Slimani, qui est d'origine marocaine, dénoncent ce genre de situation régulièrement, soit dans des entrevues ou dans des livres. Je trouvais ça important de le mentionner. Et justement, pendant cette entrevue-là, il y a eu beaucoup d'entre vous qui nous avez écrit. Je vais vous répéter le numéro de téléphone. Écrivez-nous pendant les entrevues parce que justement, vous nous amenez des bons points. Hier, pendant Marie Ouzo. Ah oui, plein de bonnes questions. Ah oui, vraiment. Mais les gens, vous participez vraiment. Donc, on aime ça. On veut vous entendre. On veut vous lire aussi. C'est le 1-877-827-2346. 187 Cube Radio ou Sophie à commercial cube. Voyons. C'est quoi donc? Sophie à cube.ca. Cube.ca. Bon, textez-moi, ça va être plus simple de toute façon. Je connais le numéro puis je le vois devant moi. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à réagir pendant les entrevues. Et vous allez sûrement réagir avec le premier sujet de l'émission. Vous en avez entendu parler. Donc, cette fresque, il y a une mosaïque à l'Hôtel de Ville de Québec. Lors d'une récente visite de leaders autochtones, le maire Bruno Marchand avait décidé de recouvrir la fresque pour ne pas offusquer les gens qu'il recevait à l'Hôtel de Ville. Ça a fait penser à tout le monde a pensé à cette scène, en fait, plus qu'une scène, une histoire qui est vraiment au cœur du film Testament de Denis Arcand, où il y a justement une fresque historique considérée comme coloniale et que, à la fin du film, finalement, on repeint carrément la fresque à la peinture. Et comment on fait quand il y a une œuvre d'art ou quand il y a un élément d'architecture qui pose problème, qui peut être offensant, soit pour les Premières Nations ou d'autres? On va en parler avec Patrice Groux. Il est historien et auteur de plusieurs ouvrages, dont Pour en finir avec $. Monsieur Groux, bonjour.
Oui, bonjour. Monsieur Groux, cette fresque-là, les mosaïques à l'Hôtel de Ville de Québec, est-ce que vous le connaissiez? Est-ce que c'est quelque chose que, entre historiens, on sait qu'il y a cette fresque-là qui représente un autochtone vraiment à genoux devant un blanc? Est-ce que c'est connu ou c'est quelque chose que vous avez découvert quand ça a été dans l'actualité? Je dois avouer que je l'ai découverte en même temps que tout le monde, à peu près, dans l'actualité. J'imagine qu'elle a été passée inaperçue, puis elle n'est peut-être pas centrale non plus, là. Alors, donc, non, je la connaissais pas. D'accord. Donc, c'est pas comme si c'était une œuvre, puis tout le monde sait que, bon, elle est connue, puis tout ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez de toute cette controverse? Parce que là, la question qui se pose, c'est est-ce que chaque fois qu'on reçoit quelqu'un qui est autochtone et qui pourrait être offensé de cette vision-là, est-ce que on la cache? Est-ce que c'est hypocrite de la cacher? Est-ce que, comme le suggère Denis Arcand, on prend la mosaïque, on l'envoie dans un musée ou dans un lieu où on peut expliquer le contexte? Comment vous vous situez là-dedans? On la voit d'ailleurs à l'écran, donc c'est la Fondation de Québec par Champlain et on voit Champlain au centre de l'image, mais on voit un chef autochtone à genoux devant Champlain dans une position vraiment de soumission. Oui, écoutez, ça serait problématique de masquer toutes les œuvres dans lesquelles on représente des Autochtones qui ne sont pas dans la situation la plus avantageuse. Oui. Alors, donc, on aurait un problème sûrement si on faisait ça systématiquement. Je comprends le contexte dans lequel ça s'est fait. Évidemment, M. Picard était là, le chef Wendat et tout ça. Bon, mais je pense qu'il s'agit d'une frilosité exagérée. D'une part parce que ça n'a pas été à la demande des Autochtones. Je pense que les Autochtones en ont vu bien d'autres et ils ont bien d'autres chats à fouetter que de masquer des œuvres dans lesquelles on fait des représentations qui sont pas élégantes, on va dire. Quoique, dans ce cas-ci, je dois dire que connaissant l'iconographie qui entoure Champlain, notamment les statues et tout, il s'agit de l'œuvre la plus respectueuse qu'on ait des Autochtones. On ne les montre pas de façon dans une forme de soumission aussi extraordinaire. Il y a pire. Surtout, on les montre habillés, là. Ouais. Ils ne sont pas du tout comme des sauvages comme on les représentait à l'époque. Alors, c'est sûr qu'il y a des inexactitudes. Le chapeau de la coiffe de plumes et tout ne sont pas exacts, là, mais c'est pas une représentation qui est particulièrement négative, là. Donc, ça, c'est une première chose à dire. Et puis, je pense que dans ce cas-là aussi, c'est un peu faire insulte, je dirais, à la capacité de comprendre des Premières Nations. On est dans une situation où on est en train de renégocier beaucoup de choses importantes en termes de territoire et d'autres, et dénoter la présence des Autochtones à la Fondation de Québec, c'est quelque chose de positif, à mon avis. C'est pas nécessairement négatif. Alors, c'est sûr que la forme de la représentation n'est pas la meilleure, mais Del Mistro, qui est l'artiste qui a fait cette œuvre, a travaillé à partir probablement d'indications qu'on lui a données, et puis il demande de l'iconographie existante. Alors, il a fait quelque chose qui était dans le goût de l'époque. On parle du début des années 50. Donc, c'est où déjà on avait une meilleure, on faisait la promotion d'une meilleure image des Autochtones, et je pense que ça reflète bien cette époque-là aussi de ce travail-là. Puis d'autre part, c'est une œuvre d'art qui est assez élégante en fait. Bien coloré. Del Mistro, c'était le mosaïcien ou mosaïciste, je ne sais plus, de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Ah, d'accord. Alors, qui est couverte de mosaïques de Del Mistro. Donc, je dirais que ça se situe aussi dans le travail d'un artiste qui a eu son importance au Québec dans les années 50 et qui a laissé des traces un peu partout. Alors, donc, on ne peut pas détacher non plus cette œuvre-là de son contexte de production artistique. Voilà. Et de sa place, de sa situation également dans l'hôtel de ville. C'est quand même un gros morceau, là. C'est lourd, la mosaïque. Alors, donc, on a fait attention de bien la représenter. Alors,
Le masqué, en fait, je pense que le maire Marchand nous a rendu peut-être un service qu'il ne voulait pas, c'est-à-dire de ramener cette question-là des représentations des Autochtones dans l'actualité, de nous faire réfléchir à nouveau sur la place des Autochtones dans notre société, sur la façon de réparer des torts qui ont été commis par la colonisation. La première étant peut-être de se débarrasser des lois qui systématisent la situation des Autochtones. Et puis là, à ce moment-là, on pourra avoir une discussion intéressante. Je suis d'accord avec M. Arcan. Denis Arcan, voilà. Denis Arcan qui dit qu'elle est offensante. C'est vrai. Moi, je pense que oui, puis c'est vrai qu'elle est inexacte. Mais toutes les représentations de Champlain sont inexactes, il faut le dire. Oui, puis je m'excuse de vous interrompre, mais tu sais, mettons les représentations de Jésus, là. Il est représenté n'importe comment, il ressemblait pas à ça, il était petit, puis il ressemblait plus à Danny DeVito qu'à Brad Pitt, là, on s'entend, Jésus, mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui est offensé, parce que, je veux dire, les représentations, c'est très souvent tout croche. Donc, si chaque fois qu'il y a une représentation tout croche, on déchire sa chemise, on s'en sortira pas. Mais vous avez dit quelque chose, vous avez dit plein de choses extrêmement intéressantes, mais je note en particulier ce que vous dites à propos des Autochtones. Vous dites c'est une insulte à leur capacité de comprendre. Je pense, en effet, que quand on parle de quelqu'un d'aussi éloquent et d'aussi compétent et d'aussi pertinent que Ghislain Picard est capable de comprendre que Bruno Marchand à l'Hôtel de Ville de Québec n'est pas en train de cautionner ce genre d'image. Je veux dire, il faut faire confiance aux gens et à leur intelligence, là. Sûrement, puis de toute façon, enfin, il y a bien des choses qui peuvent ressurgir à la surface en ce qui concerne cette représentation-là, mais il ne faudra pas oublier que c'est là que c'est l'occasion de le dire, si Champlain a pu s'établir à Québec, c'est parce qu'il a eu la permission des Inuits qui occupaient le territoire, et c'est ça qui est représenté également dans cette image-là. Alors, je dirais qu'il y a quelque chose ils n'ont pas... Bon, c'est sûr qu'on pourrait dire l'Autochtone agenouillé, c'est comme s'il recevait la bonne parole, etc. Bon, c'est vrai que c'est dans le contexte d'un artiste qui travaillait essentiellement pour des églises. Il y a cet aspect-là qui revient. Mais toute la représentation de Fondation du Québec, la Fondation de la Nouvelle-France et tout est remplie de ces éléments-là. Alors là, donc, on doit réfléchir à la façon dont on va en parler. Et M. Arcan, c'est là que je reviens sur son propos, ce qui était très intéressant dans le film Le Testament. Oui. C'est sûr le film tourne autour de cette couverture d'une fresque, mais à la fin du film, que voit-on? On voit des Autochtones en train de faire un travail que les historiens de l'art font très, très fréquemment, les archéologues, la restauration d'une œuvre qui avait été effacée et qui était le témoignage d'une époque. Tout à fait. Qui n'est plus la nôtre, mais qui est... et eux n'étaient pas en train de se renverser il ne faisait pas une crise d'hystérie, là, oui, c'est ça. Mais il voyait l'œuvre dans son contexte. Et c'était ça qu'il essayait de rétablir. Et je pense que c'est peut-être ce passage-là du film qui est le plus éloquent, parce qu'il nous montre l'avenir, en fait. Absolument. Il nous montre la reprise en main par les Autochtones de leur propre histoire. Et cette histoire-là, mais il y a eu aussi ces représentations de Jacques Cartier qui, avec les Amérindiens agenouillés devant lui, là, il a cette représentation-là qui est tout à fait remarquable là, de l'avenir qu'on peut voir pour nos relations. Alors donc, je pense qu'il y a cet aspect-là. Bien sûr, on peut la mettre dans un musée. Elle sera mieux protégée, mais elle sera peut-être moins vue aussi. Voilà, c'est ça. Alors qu'à l'hôtel de ville, quand même, tous les gens qui fréquentent l'hôtel de ville le voient. Il y a quelque chose de très intéressant que j'entends depuis le tout début, c'est évidemment vos connaissances historiques, mais aussi ce qui me frappe, c'est que à quel point au Québec on connaît peu notre histoire. Et est-ce que ce genre d'affaires qui fait quand même la une des journaux, qui provoque des discussions, qui provoque des débats, est-ce que c'est pas justement une occasion de se dire, peut-être que ça me donnerait le goût, moi, d'en savoir un petit peu plus sur Champlain, puis d'en savoir un petit peu plus sur la réalité des peuples autochtones à cette époque-là. Est-ce que c'est pas justement une occasion de mieux connaître notre histoire, de mieux s'intéresser à notre histoire et à notre histoire
commune, c'est-à-dire l'histoire, évidemment, des peuples autochtones, mais l'histoire aussi depuis l'arrivée des Français sur ce territoire. Il n'y a pas là une occasion d'éducation formidable? Ben, sûrement qu'on peut en profiter. En fait, c'est pas les historiens qui s'en plaindront de justement qu'on fasse honneur à leurs travaux. Il y a des travaux très qui ont été faits sur ces questions-là. Malheureusement, c'est pas connu du grand public, bien sûr. Et puis, les gens ont bien d'autres choses à fouetter que de compulser des vieux livres d'histoire. Et il faut dire aussi, c'est que notre histoire, elle a évolué dans la façon dont elle est racontée. Alors, donc, il y a bien sûr la Fondation de Champlain, tout ça. Il y avait une façon de la représenter qui circule encore, en fait, parce que vous allez dans une bibliothèque et vous trouvez un ouvrage des années 60, vous allez avoir encore ce même type de représentation, mais il y a des travaux qui corrigent ces choses-là au fur et à mesure. Et c'est peut-être s'il y a un futur musée d'histoire, en tout cas à Québec, qui se fait, ça va être l'occasion justement de rétablir, d'être à la fine pointe de la réflexion historiographique ou historique à ce sujet-là. Et on en profitera à ce moment-là. Et encore une fois, ça nous invite, comme vous le dites, à repenser à notre histoire et à constater que l'histoire n'est pas écrite une fois pour toutes. Voilà, exactement. Elle évolue. Et notre devise a beau être « Je me souviens », il y a bien des affaires dont on se souvient pas. Mon collègue André-Sylvain Latour, qui est rédacteur en chef ici à Cube, avait un petit commentaire pour vous, Monsieur Groux. Oui. Oui. Allô? Je pense que M. Groux entend pas André-Sylvain. Oui, je suis encore là. Oui. Non, on vous entend pas de l'autre côté. Si vous voulez, André-Sylvain, vous pouvez me le dire dans l'oreille ou simplement le dire à Sophie. On va le dire à M. Groux qui tentait d'entendre justement ce qu'on disait en ondes, mais malheureusement, on ne l'a pas entendu. Si vous voulez bien me le dire dans l'oreille, peut-être Sophie, en attendant, je vais entendre le message pour pouvoir le répéter à M. Groux. Excusez-moi, vous m'entendez maintenant? Oui, là, on entend. Oui, là, je vous entends. Je suis vraiment désolé, je pesais sur le bouton, je devais pas le peser. Alors, je me demandais, plutôt que de la retirer et de la mettre dans un musée, cette mosaïque-là, comme vous avez souvent dit, finalement, dans l'entrevue, est-ce qu'on ferait pas mieux dans un objectif d'aider les gens à mieux comprendre la situation, de tout simplement mettre une plaque sous la mosaïque et de la garder à l'Hôtel de Ville de Québec? Moi, je serais plutôt en faveur de cette solution-là. Là, évidemment, c'est aux décideurs de décider, mais je crois que c'est l'occasion. L'occasion est bonne de faire de la pédagogie sur l'histoire de l'art, parler de l'auteur, parler parce que c'est quand même un personnage important. Parler évidemment, bien sûr, de la Fondation de Québec, faire une contextualisation qui permette de comprendre tout ça, puis dire non pas ça c'est mauvais, mais ça c'est bien, mais il y a des problèmes avec aujourd'hui que l'on reconnaît avec cette représentation-là. Et je dirais mieux que ça, là. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas une œuvre qui faite par des Autochtones? Ah ben oui, ben voilà. Par des Wendat, des œuvres éphémères peut-être, qui seraient déplacées, mais avec ou qui seraient remplacées les unes à la suite des autres, mais d'avoir une occasion de consacrer ce petit espace à une réflexion à laquelle participent les Premières Nations. Absolument. Là, à ce moment-là, on va se laisser là-dessus, Monsieur Groux. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Patrice Groux, vous êtes historien et auteur au sujet de cette fresque qui, décidément, fait beaucoup jaser. Merci. Je vous en prie, au revoir. Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que vous vous présentiez à l'aéroport puis votre vol a 1 heure de retard, 2 heures de retard, 3 heures de retard, 4 heures de retard, 5 heures de retard? Hey, Richard et moi, ça nous est arrivé. On est allé dans le sud dans le temps des fêtes et au retour, notre vol a eu, écoute, pas loin, au total, là, 11 heures de retard. Oh, on était exténués, on n'en
pouvais plus. Mais qu'est-ce que tu fais? Personne va brailler. Non, mais attends, je vais le raconter à notre invité parce qu'à un moment donné, ils nous ont pris à l'aéroport, ils nous ont amenés dans un hôtel, ils nous ont ramenés à l'aéroport. Ça finissait plus. Je vais en parler avec Jacob Charbonneau, qui est président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. Monsieur Charbonneau, bonjour. Bonjour, Madame Durocher. Oui, bonjour. Écoutez, on va broyer personne dans les chaumières, là. J'ai pas perdu un être cher. Je suis pas atteinte d'un cancer en phase terminale. Je voulais juste partager avec les auditeurs et les auditrices parce que c'est arrivé à plein de monde. Je viens de recevoir il y a quelques instants, il y a 1 heure ou 2, une réponse de Air Transat à ma demande de remboursement parce que le vol a eu vraiment 11 heures de retard. Et la réponse, pour résumer, c'est « Allez vous faire voir, Madame Durocher, on veut rien savoir de votre affaire. » Donc, on rentrera dans les détails plus tard, Monsieur Charbonneau, mais le gros problème quand on a un vol en retard comme ça, c'est que la compagnie nous fait miroiter que, bon, on vous donne 25 $ pour manger, mais faites une réclamation parce que, tu sais, puis finalement, excusez-moi, mais c'est de la bullshit. Ben, en fait, c'est que c'est souvent compliqué. Puis vous dites, on fera pas pleurer personne. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que c'est souvent très stressant pour les gens qui sont pris à destination ou qui attendent de partir. Et là, des fois, il y a des familles, il y a des jeunes bébés. Souvent, les parents, ils vont timer un petit peu les siestes des enfants pour que ça fonctionne bien dans l'avion. Il y a des gens qui ont des médicaments à prendre. Il y a des gens qui ont des connexions à prendre. Donc, ça devient anxiogène un petit peu, ces situations-là. Et la grande problématique, c'est que souvent, on est tenu dans le noir. Donc, on a très peu d'informations. C'est difficile. Il y a de l'information contradictoire. Des fois, on nous dit, bon, une raison, on nous en dit un autre. On nous dit, ah oui, ça s'en vient. Ah non, ça s'en vient pas. On le sait pas. Et là, c'est ça, en fait, qui rend que c'est la situation anxiogène pour les voyageurs parce que là, ils sont un peu tenus. Ils sont un peu seuls au monde. Ils savent plus vers qui se tourner. Ils savent pas c'est quoi leurs droits. C'est souvent ça aussi la problématique. Et d'ailleurs, on a mis en ligne un assistant virtuel pour les voyageurs, lapaixdesprit.com. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on va vraiment prendre les informations de la réservation, puis on match avec des données, en fait, des lignes aériennes en temps réel. Et ce qu'on vient rajouter, c'est une couche d'explication. Donc, on vient dire aux passagers, c'est quoi l'obligation du transporteur dans votre situation précise et quels sont vos droits. Et en parallèle, évidemment, là, on construit les réclamations parce qu'on se rend compte que quand ça arrive, les gens, ils savent pas quoi faire. Il y a peu d'informations. On nous dit un peu n'importe quoi. On parle à une personne, un représentant de la ligne aérienne, puis c'est pas juste une ligne aérienne précisément, là, c'est généralisé. On obtient une information, on parle à quelqu'un d'autre, on obtient une autre information. Souvent, les gens sur place ont très, très peu d'informations. Fait que ça devient très problématique pour les gens de savoir, bon, à quoi j'ai le droit. Tu sais, quand on nous donne un coupon de 25 $ pour manger, est-ce que j'ai le droit à plus? Est-ce que j'ai juste le droit à un café? Ou si je sors de l'argent de mon portefeuille, est-ce que je vais me faire rembourser? Même chose quand on perd nos bagages ou quand les bagages arrivent pas, ils sont en retard, donc on est pris à destination, pas de valise. À quoi j'ai le droit? C'est quoi les dépenses que j'ai le droit? Même chose pour les retards, annulations. C'est quoi la prise en charge? À quoi j'ai le droit? Est-ce que mon transport va être payé, mes communications, mon hébergement? Si je manque des journées de travail, est-ce que je peux me faire rembourser pour ça? Fait que c'est tout plein de questions qui, malheureusement, les réponses viennent rarement de la ligne aérienne. Donc, évidemment. Oh là là! Évidemment. Vous venez de toucher un petit nerf sensible, Monsieur Charbonneau. Oui, malheureusement, les réponses qui viennent des lignes aériennes sont souvent faussées. Puis ça, on le voit parce que, des fois, on va avoir 2 passagers sur le même vol qui obtiennent 2 décisions différentes ou 2 raisons différentes. Puis là, tu dis comment ça peut être possible. D'ailleurs, quand on regarde les décisions, parce que les gens qui veulent contester les décisions des lignes aériennes au Canada doivent aller devant l'Office des transports du Canada. Et là, ce qu'on se rend compte... Ouais. Qui a le temps de faire ça? Effectivement, c'est très long. Et là, ils ont proposé des changements là, pour améliorer la situation dans les prochains mois. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est que dans les décisions qui sont rendues par l'Office des transports du Canada, 50% des passagers ont gain de cause. Ce qui veut dire que 50% des passagers ont eu une mauvaise information du transporteur. Ben oui, donc ça, c'est un chiffre qui me fait capoter ma vie.
comme dirait un ado, 50% ont gain de cause, mais c'est pas une bonne moyenne au bâton, comme on dit au baseball. Il paraît qu'on dit ça au baseball. C'est pas une bonne moyenne au bâton, puis il faut savoir que c'est très peu de gens qui vont passer à travers le parcours, le processus, parce que c'est long, parce que c'est demandant. Les gens, ils savent pas s'ils ont le droit, ils savent pas s'ils vont gagner. Et là, on a présentement 84 000 plaintes en attente devant l'Office, à peu près 2 ans d'attente. Effectivement. 84 000 plaintes! 2 ans d'attente! Mais Sophie, si tu me permets, je me demande en lien avec ça, vous dites que là, il y a 84 000 plaintes en attente. Il y a combien de gens qui auraient dû aller se plaindre puis qui le feront pas parce qu'ils veulent pas être pris dans tous les dédales administratifs et qui veulent pas, en gros, se faire chier? Il y en a combien qui pensaient qu'ils le feront pas pantoute? C'est un très, très faible pourcentage. Selon les chiffres qu'on a, c'est en bas de 10% des gens qui vont poursuivre les démarches auprès de l'Office des transports. En fait, c'est 91% des gens qui sont éligibles à une compensation qui iront pas jusqu'au bout. Donc, soit contester ou soit faire les démarches. C'est effectivement énorme. Mais je veux revenir sur différents points parce que, donc, la situation dans notre cas, parce qu'on était 3 à voyager, on se rend à l'aéroport, sachant qu'il y avait un retard, mais on s'est dit tant qu'à attendre à l'hôtel, on avait fait notre check-out, on avait fait notre sortie. On va à l'aéroport, on passe la sécurité, on enregistre nos bagages, on est en train d'attendre avec tous les autres passagers du vol Air Transat 399 le 4 janvier 2025. Et là, il y a quelqu'un qui parle uniquement anglais et espagnol qui s'adresse à nous, qui s'adresse aux gens qui sont à l'avant de la file et qui dit, vous n'avez pas le droit de rester ici à l'aéroport. On va vous prendre, on va vous mettre dans des autobus, on va vous envoyer dans un hôtel, vous allez attendre à l'hôtel, puis quand l'avion va être prêt, on va vous faire revenir ici. Mais on recevait des informations complètement contradictoires. Et à un moment donné, on se promenait dans les corridors de l'aéroport, puis il y avait un petit monsieur avec une petite pancarte d'Air Transat à l'avant. Puis à un moment donné, les gens l'ont comme perdu de vue, fait qu'on s'est retrouvés comme perdus dans l'aéroport. On a l'impression que c'était genre Elvis Gratton arrange un déménagement d'avion. C'était n'importe quoi. Et la compagnie, les représentants de la compagnie ne nous informaient pas. Est-ce que ça, c'est une récrimination qui revient souvent, le manque de communication? Extrêmement souvent, malheureusement, quand on dit que les passagers sont tenus dans le noir puis que ça devient anxiogène, votre situation le démontre bien. Donc, les passagers, les membres de la ligne aérienne qui étaient présents ont très peu d'informations, tout d'un coup disparaissent ou n'ont pas l'information quand on va les voir. Donc, évidemment, c'est problématique. C'est prévu, par contre, dans la réglementation, il devrait y avoir des communications très régulièrement au niveau des passagers. Malheureusement, c'est très peu suivi. D'ailleurs, l'Office a fait des recommandations là pour améliorer la législation canadienne. C'est le même cas en Europe aussi. Donc, en Europe, ils sont en train de faire une modification et ils mettent beaucoup l'accent sur la communication parce que c'est une lacune qui, malheureusement, s'étend à toute l'industrie. Oui, mais juste pour l'anecdote, parce que c'est drôle, puis on passera aux commentaires du public après, Cybèle, mais juste pour l'anecdote, parmi les gens qui voyageaient, il y avait une dame, je veux pas donner trop de détails, mais son frère travaille pour Air Transat, donc son frère nous donnait de l'information en temps réel, et 1h30, 2 heures plus tard, on recevait un courriel d'Air Transat nous donnant soit la même information, soit une autre information, fait qu'on se disait... attends, là, comment ça se fait que, parce que nous, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on est mieux informé que la compagnie elle-même nous tenait pas au courant. C'était capoté. Cybèle, ça fait réagir, ce sujet-là. Oui, c'est ça, c'est démesuré, puis on se demande jusqu'où on peut aller. Les auditeurs se demandent qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi l'extrême ou le paroxysme de ce qu'on peut faire. Et il y a Serge de Montréal qui nous dit, moi, j'ai eu des problèmes avec Air Transat et avec Air Canada aussi, et la seule façon avec laquelle j'ai eu des réponses et gain de cause, c'est avec une mise en demeure. Donc, est-ce que ça arrive souvent que les gens se rendent jusque-là? Parce qu'il me semble que dans les étapes administratives et judiciaires, la mise en demeure, je veux dire, c'est quand même intense. C'est la mesure extrême. Monsieur Charbonneau, est-ce que c'est une bonne façon de fonctionner?
Ben, très souvent, hein, nous, à la base, Volant en retard, c'est un bureau légal, un bureau d'avocat. Ouais. Hein, c'est pour ça qu'on représente les clients et 30% de nos clients ont déjà fait une approche auprès de la ligne aérienne et reviennent vers nous, soit pour valider l'information qu'ils ont reçue ou pour contester la réponse de la ligne aérienne. Donc, la mise en demeure, il n'y a rien qu'une compagnie aérienne aime mieux entendre que je vous mets en demeure de faire ceci ou cela, sinon je vous poursuis. Moi, je veux juste partager quelque chose avec vous. Encore une fois, là, c'est pas mon cas, là, c'est une petite affaire. Moi, j'avais pas de médicaments à prendre, j'avais pas de vol de connexion, mais c'est juste, je parle au nom des 300 autres passagers de Air Transat. La compagnie nous écrit en disant, ben, il y a eu un défaut inattendu du système du contrôle du moteur, il y avait besoin de changer d'appareil et d'équipage, c'est pour ça qu'il y a eu un retard. Ben, dit, ça faisait pas partie de l'entretien planifié de l'aéronef. C'est donc considéré comme étant sous notre contrôle, mais nécessaire pour la sécurité. Conséquemment, vous n'avez pas le droit à une indemnité. OK? Vous venez de me dire que c'est sous votre contrôle et c'est votre responsabilité, et parce que c'est votre responsabilité, moi, j'ai pas le droit à une indemnité. Je comprends pas cette logique-là. En fait, c'est de la façon dont la réglementation canadienne est faite. Il y a beaucoup de lacunes d'ailleurs. C'est une des lacunes qui devrait être corrigée au cours des prochains mois. On a 3 grandes familles de situations. Donc, on a les situations attribuables aux transporteurs, mais nécessaires par souci de sécurité et non attribuables aux transporteurs. Et là, ça laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et là, tout devient un peu soit une raison de sécurité ou une raison non attribuable parce que les lignes aériennes sont jugées parties. Hein, c'est eux qui reçoivent la demande. C'est des sous qui sortent de leur poche. Donc, ils interprètent ça un peu comme à leur faveur. Ce qui est très problématique, et c'est pour ça qu'il y a autant de plaintes présentement. Là, ce qui est en train de changer, ce qui a été proposé par l'Office des transports du Canada, il y a encore des lacunes, mais c'est d'enlever les familles de situations pour harmoniser un peu comme ce qu'on voit en Europe, pour dire toutes les situations donnent droit à une indemnisation. Ah, mon Dieu, sauf si c'est une situation extraordinaire. Et là, la problématique dans ce qui a été soumis, ils ont tellement mis de choses dans les raisons, les circonstances extraordinaires que c'est plus d'un vol sur 2 qui serait considéré comme une circonstance extraordinaire. Donc, ça perd un peu le sens de circonstance extraordinaire. C'est très drôle. Alors, félicitations avec Air Transat. Vous avez réussi à vraiment gâcher le début d'année de bien des gens. Et donc, je parle au nom de tous les passagers qui se sont vraiment sentis en tabarnouche, parce qu'il y en avait vraiment là qui avaient des vols. Il y en a qui devaient rentrer en Europe. Il y a des gens qui devaient rentrer à Québec. C'était impossible. Le vol est arrivé à 2h du matin et c'était beaucoup trop tard. Plus d'hôtels disponibles à l'aéroport. Ça a été vraiment un gros bordel. Donc, mais merci à vous, Jacob Charbonneau, d'être venu nous parler de ça. Je rappelle que vous êtes président, directeur général et cofondateur de Vol en retard. La prochaine fois, c'est avec vous que je vais faire affaire. Merci beaucoup. Ça va nous faire plaisir de vous aider. Merci. Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Alors, c'est le moment qu'on attend chaque année de savoir quels sont les films qui seront en nomination aux Oscars, quels sont les films qui auront le plus de nominations. C'est super excitant parce qu'on peut comparer nos notes en disant « Comment ça se fait, ce film-là? Il y a eu plein de nominations, c'était donc bien mauvais. » Puis « comment ça se fait que le film que j'ai adoré, il est même pas en nomination? » On va s'amuser à faire ce petit jeu-là avec Maxime Demers, qui est journaliste culturel au Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour, Maxime. Allô? Alors, je vois que tu portes fièrement ton sweatshirt des Smashing Pumpkins. Félicitations. Ben oui. Là, ça n'a pas rapport avec les Oscars, mais oui. Mais non, mais ça n'a pas rapport avec des Oscars, mais ça a rapport avec la culture. Donc, je vois que tu es un vrai fièrement amoureux de la culture. J'adore ça. Et même nostalgie. C'est de la nostalgie. Voilà, la nostalgie, tout à fait. Maxime, Emilia Pérez, contre toute attente, un film que j'ai adoré de la première à la dernière seconde et qui est pour l'instant en lice avec le plus de nominations. Oui, 13. C'est énorme. Et c'est pas un film qui fait... tu dis que tu l'as adoré, moi je l'ai adoré aussi, mais à Hollywood, c'est vraiment pas un film qui fait l'unanimité. Là. Il y a beaucoup de gens qui s'offusquent que ce soit ce film-là pour différentes raisons, parce que c'est un film qui est considéré comme un film étranger, donc certains s'offusquent de ça, dont Trump et probablement ses 3 ambassadeurs. Il y a aussi le fait que ça soit
en langue étrangère. Il y a un paquet de raisons. C'est un film qui dérange aussi pour le côté musical. C'est un film atypique. Hein? C'est pas une comédie musicale en tant que telle, mais c'est un film musical. Les chansons sont amenées différemment. Donc, il y a des gens qui ont détesté ce film-là, puis il y a beaucoup de gens qui l'ont adoré, mais visiblement, les membres de l'Académie sont plutôt du côté qui l'ont adoré. Mais alors, je vais raconter l'histoire parce que je te l'ai raconté à toi, Maxime. Richard et moi, on commence à regarder le film, Emilia Pérez. On haït ça pour mourir tous les deux. On dit non, c'est pas vrai, on aime vraiment pas ça, donc on arrête le visionnement. Et moi, je dis, je prends 24 heures de réflexion après avoir regardé juste une demi-heure du film, puis je dis, écoute à Richard. C'est un film important. Tout le monde parle de ce film-là. Il doit avoir quelque chose, il doit avoir une raison. C'est pas vrai. Puis de toute façon, moi, j'ai ça commencer quelque chose et pas le finir. Richard, je dis viens. Mais vraiment, je le tire de force, là. Je le rassois. J'ai bien, on va regarder le reste du film. Et là, on est happé. Il y a quelque chose dans ce personnage-là de caïd de la drogue, transgenre, qui est émouvant quand elle se met à chanter à son enfant. Là, on a les larmes aux yeux. Oui, Richard Martineau avait les larmes aux yeux. Et là, on capote. Et finalement, c'est un de mes films préférés de l'année. Donc, des fois, Maxime, la raison pour laquelle je raconte ça, c'est que des fois, un film, il faut lui donner une deuxième chance. Des fois, à prime abord, même une première. Moi, je connais plein de gens qui m'ont dit « Hey, je l'ai regardé à reculons, ça m'intéressait pas sur papier. » Ouais. Donc, puis finalement, ils ont été embarqués. Voilà. Donc, corrige-moi si je me trompe, mais c'est la première fois qu'une femme transgenre est en nomination dans la catégorie meilleure comédienne. Donc, c'est important quand même. C'est un moment important dans l'histoire des Oscars. Et honnêtement, cette comédienne-là est absolument fabuleuse. Oui, effectivement. Et c'est un événement historique, comme tu dis. Là, c'est la toute première fois que ça arrive. Et elle l'a pas eu facile, hein, parce que elle a eu beaucoup de. Je lisais récemment qu'elle a eu beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait harceler, elle s'est fait intimider. Encore là, ça dérange. Ça, c'est un autre aspect du film qui a dérangé des gens aux États-Unis. Donc oui, c'est ça. C'est formidable. C'est vraiment la première fois que ça arrive. Et j'ai hâte de voir maintenant si on va aller jusqu'à lui remettre le prix. Ouais. Alors, les gens connaissent mon opinion sur les hommes biologiques qui prennent la place des femmes biologiques dans les compétitions sportives. Dans ce cas-ci, pour moi, c'est complètement différent. C'est-à-dire, j'irai jamais contester le fait qu'une femme transgenre soit en compétition dans la catégorie meilleure actrice, puisque l'inverse est aussi vrai. On pense évidemment à Elliot Page, qui maintenant, comme homme, serait, s'il était en nomination, dans la catégorie homme. Et il y a personne qui dirait, il vient prendre une place, parce qu'il n'y a pas une question de performance physique. Donc, dans ce cas-là, bras grands ouverts, elle a tout à fait sa place là, mais c'est intéressant quand même de noter que pour la première fois de l'histoire, ça se passe. Donc moi, j'encourage tout le monde à aller voir Emilia Pérez. C'est absolument complètement... Ça ressemble à aucun autre film. Ça ressemble à aucune comédie. Au réalisateur français, parce que c'est un réalisateur français, Jacques Audiard, qui est extraordinaire, qui fait toujours des films différents, originaux, qui se réinvente à chaque fois, et qui a fait un film qui est pas dans sa langue, qui est pas un style qu'il avait abordé avant, et qui se retrouve aux Oscars. Bravo. Merci beaucoup, Maxime. C'est toujours un plaisir de te parler. Puis on aura sûrement l'occasion de parler des autres films, mais celui-là, quand même, 13 nominations, c'est absolument énorme. Peut-être que le 13 va être chanceux dans ce cas-ci. Habituellement, c'est malchanceux, mais peut-être que dans ce cas-ci, le 13 va être chanceux. Surtout que Le Brutaliste, l'autre film qui était favori, vient d'un petit peu de se faire écorcher par une controverse, donc ça donne peut-être plus de chance à Emilia Pérez. À cause de l'intelligence artificielle, évidemment. Voilà. Merci beaucoup, Maxime. Merci. Salut. Sophie Durocher. Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Tous
les jeudis, on a rendez-vous avec François Charon, qui est chroniqueur techno et créateur du site françoischaron.com. François, avec ma collègue Cybèle, on vient de regarder notre compte Netflix. Cybèle, ça te coûte combien? Ben, présentement, c'est 21 $. Mais là, je me rends compte que j'ai le package deal, tu sais, pour voir les écrans en 4K HD. Mais en même temps, moi, ça me dit. Coupe-moi ça. Ouais, mais ça fait chier de pas avoir une bonne carte. Excusez, ça fait 2 fois, là, dans l'émission. Mais, écoute, non, mais vraiment, de pas avoir une résolution. Je sais même pas si ça vaut tant que ça la peine. Je sais pas si François, tu vas pouvoir répondre parce que je pourrais payer 4-5 $ de moins. Mais bref, on parle de ça parce que ça va encore augmenter. Donc là, on s'en sort plus finalement. Non, dans le fond, il faudrait que tu voles le mot de ma mère qui dit « ça me fait suer ». Oui, c'est ça. Ah bon, pardon. Oui. Et tout le monde, non, et tout le monde comprend. Fait que tu dis « suer ». OK, voilà. J'en prends note. Mais là, tu dis que tu paies 21,99 $? Oui, c'est ça, exactement. Mais là, j'ai vu dans mon compte que ça me permettait d'avoir le 1080p et 4K, là, donc d'avoir la plus haute résolution possible. Ouais. Mais je sais même pas si j'ai besoin de ça. Mais attends, là, mais ça, c'est le vieux prix, là. Mais c'est ça! Mais c'est pour ça que t'es là, François, pour nous parler du nouveau prix. Voilà. Exactement. Donc, depuis hier, les prix ont changé. Donc, à votre prochain cycle de facturation, vous aurez une augmentation sur votre compte Netflix. Le prix pour le forfait le plus cher qu'on vient de jaser, c'est le forfait pour avoir la télé en 4K, avoir droit à jusqu'à 4 appareils branchés. Mais on se rappelle, on partage plus ça avec le papa, la maman, le frère, la sœur, l'ex. Vous savez qu'il y a eu quelque chose d'hallucinant pendant de nombreuses années. Hein. Netflix a uni les ex de la Terre. Parce que quand tu étais ensemble... C'est vrai. Ben oui, tu te séparais, mais... On va garder Netflix. On restait conjoints aux yeux. Je le sais, moi, j'ai été 10 ans sur le compte d'ex. Là, maintenant, j'ai mon compte comme un grand garçon. T'es séparé pour vrai maintenant, là. Oui, là, c'est vraiment séparé officiellement. Donc, c'est 23,99 le nouveau montant pour le 4K. C'est juste 2 $ de plus. Ben, 18, oui, mais attends, c'est parce que c'est juste 2 $ de plus. Je donnais les prix avant, puis après ça, je vais faire du millage sur ce que tu viens de dire. Le forfait que beaucoup de gens ont, celui qui est en 1080p, c'est quoi ça? C'est le HD régulier. Dans le fond, l'équivalent de ce qu'on a là quand on a la télévision régulière. Ça, c'est 18,99. Pas de pub. Avec de la pub, c'est 9 $. Donc, beaucoup de gens vont avoir envie de se tourner. Ben là, tu dis, attends, je vais payer puis je vais avoir de la pub. Ouais, mais là, c'est la façon de payer 10 $. Et quand tu dis juste 2 $, moi depuis un matin, là, dans toutes mes interventions, quand je jase au monde, je dis, hey, j'ai un devoir pour vous aujourd'hui. Prenez une feuille et faites la liste de vos dépenses numériques. Parce que, puis tout ce mouvement-là est né il y a 2-3 ans. Il y a plein de gens qui ont dit « Moi, je coupe le câble. » C'était ça l'expression. « Coûte cher à la TV, je coupe le câble. » On est parti d'un budget qui, il y a 3 ans, était peut-être, je sais pas moi, 60, 70, 80 $. Et là, tu prends ta feuille. Là, tu calcules les téléphones cellulaires. Parce que là, tu sais, toi et ton chum, vous en avez chacun un. S'il y a des enfants dans la maison, on rajoute les téléphones. Bon, donc, on a donc dépense numéro 1. Après ça, c'est pas gratuit, ça. Des affaires par l'Internet, ça prend de l'Internet qui va vite, ça prend de l'Internet illimité. Donc ça, il y a un frais à ça. Ensuite, tous ces acteurs-là ont eu la même technique. Je pense à tous les Netflix, les Crave, Name It, et Spotify et compagnie. Ouais, ben tout le monde a tous commencé, puis c'est du marketing, c'est normal, ils ont tous commencé en bas de 10 $. Puis là, soudainement, on se rapproche autour de 20 puis on dépasse la barrière psychologique du 20 $. Tant qu'on est abonné à un, ça va. Mais la réalité, c'est qu'on empile les abonnements. Spotify, ça, c'est une chose. Puis après ça, on s'en va dans nos applications. Combien d'applications vous avez en mode mensualité? Bon, alors je comprends où tu t'en vas.
c'est qu'en fait, tu nous dis, il y a quelques années, les gens ont dit j'arrête le câble parce que ça coûte trop cher. Et à la place, on a pris ceci, puis ceci, puis ceci, puis cela, qui finalement coûte beaucoup plus cher que ce qu'on a abandonné à la base. C'est ça que je comprends. Oui, mais c'est plus que le double. Facilement, faites l'exercice, ça vous coûte plus que le double que quand vous avez pété votre coche en disant « Hey, je suis allé, ça me coûte trop cher. » Parce que c'est sûr que d'avoir une facture qui frise le 100 $. On est nono. On ne sait pas compter. On ne sait pas compter. Voilà. Et là, tu sais, quand je parlais des applications, tu sais, telle application qui coûte 3, 4, 5 piastres, il y a plein de créateurs de balados qui ont leur Patreon, et là, tu t'abonnes 2, 3 piastres. Combien de gens encouragent des étudiantes sur OnlyFans à quelques dollars par mois? Non, mais c'est pour payer les études. On salue Hélène Boudreau, la fille de l'UQAM. On salue ma grande amie. Non, mais tu sais, un coup qu'on empile toutes ces petites dépenses-là, on arrive à un grand montant. Petit truc, beaucoup de gens commencent à faire ça, c'est-à-dire des abonnements par rotation aux grandes plateformes. Je pense au Crave, au Netflix de ce monde. Tu t'abonnes à Netflix, un 2-3 mois, question de vider le catalogue 2025. Puis dans 2-3 mois, tu débarques ça, tu t'en vas chez Crave, et là, tu y vas, même principe. Tu vides l'inventaire, après, etc., et tu fais le tour, et comme ça, tu réduis ton budget tout en voyant tout, parce qu'on veut tout voir. Voilà. Alors moi, j'ai un truc encore meilleur. Prenez des notes à la maison. Non, ça va être plate. Bon, toujours, et toi, non, mais tu veux dire de tout couper. Non seulement mes blagues sont plates, mais en plus, quand je fais des suggestions, c'est plate. Prends des notes. Tais-toi puis prends des notes. Hein. On va y parler à la petite jeune. J'ai un truc pour vous. François aussi prend des notes. Alors, moi, mon meilleur moyen pour économiser, c'est demander à votre chum de tout payer, puis vous payez rien. Moi, c'est ma méthode. J'ai aucun abonnement. C'est toute Martineau qui paye ça. Voilà, comme ça, vous avez la paix. Merci beaucoup, François Charon. De rien, c'est gratuit. Oui, mais malheureusement, c'est moi qui est propriétaire du pénis, fait que je paye les factures. Il l'a bien dit. Elle est très drôle, merci. Marche pas pour moi ton truc. Voilà. Merci, Cybèle. À demain. Cube.